pour redéfinir la mission de l'association dans un monde qui est digital, qui est aussi cybernétique, comme nous allons constater dans quelques minutes. Donc, avec ça, pour nous éduquer aujourd'hui sur le domaine, sur la profession, nous avons un invité très spécial, un expert du domaine, Yannick, qui est aussi mon homonyme, un ingénieur de la cybersécurité. Il réside à Houston, aux États-Unis. Préparez-vous donc ici pour un voyage fascinant au cœur de la cybersécurité. Attachez vos ceintures, hein, nous allons décoller. Nous allons vraiment explorer ces 5 piliers qui façonnent l'avenir de la sécurité numérique, mais plus important, des astuces pour intégrer dans ce domaine qui est devenu vraiment intéressant. Donc, encore une fois, bienvenue à mon homonyme Yannick Njike. Alors, merci, comment? Merci. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Yannick Njike. Je suis juriste à la base, donc j'ai fait des études de droit. Je suis titulaire d'un master 2 en droit international privé. Donc j'ai commencé par le droit, après j'ai émigré aux États-Unis et j'ai donc décidé d'explorer un secteur qui est porteur, qui est celui de la cybersécurité. Donc, je me suis lancé dans le domaine où j'ai commencé par des certifications. J'ai eu le CompTIA Security Plus, qui est considéré un peu comme le entry level dans le domaine de la cybersécurité. Et après, j'ai eu le CISM, qui est le Certified Information Security Manager. Et après, j'ai fait le CISA, j'ai fait les AWS, Google Cloud, Microsoft Cloud, le CH. Et après, j'ai eu l'admission à Georgetown University, Washington, D.C. Oui, parce qu'il y a la confidentialité, l'intégrité, disponibilité, authentication et non-répudiation. Si tu enlèves un, ça veut dire que ça devient un problème. Par exemple, si je suis client d'une banque, je veux prendre un exemple, peut-être US Bank. Je suis client de US Bank. À US Bank, ça veut dire que j'ai mes informations personnelles. J'ai mon nom, j'ai mon adresse, j'ai ma date de naissance, j'ai mon email. Donc, j'ai mes informations personnelles qui sont dans le système de la banque. Bon, maintenant, quand la banque veut transférer mes données, peut-être d'un point A à un point B, si quelqu'un qui n'est pas de US Bank a accès à ces informations, ça veut dire que mes informations sont compromises. C'est-à-dire que celui qui a accès à ça, il sait où je vis. Celui qui a accès à ça, il a mes informations bancaires, ça veut dire qu'il peut entrer en possession de mon argent. Ça devient un problème. L'intégrité, ça veut dire que, OK, si par exemple, je suis en train de faire un dépôt d'argent dans mon compte bancaire et que quand je fais le dépôt, les seules personnes qui doivent avoir l'information de la transaction dont je suis en train de faire, c'est moi et ma banque. S'il y a une troisième personne, ça veut dire que ce que je suis en train de faire n'est plus interne. Il y a un problème. La disponibilité, c'est que si j'ai ma carte bancaire et que je veux peut-être retirer de l'argent dans un ATM, un point de distribution, et que je ne peux pas avoir accès à mon argent, ça veut dire qu'il y a un problème. Le système a un problème. Ce que je veux n'est pas disponible. Là, ça devient aussi un problème. Maintenant, au niveau de l'authentification, quand je veux retirer mon argent, je dois avoir ma carte bancaire, je dois avoir mon code que je connais. Maintenant, si j'ai ma carte bancaire et j'ai mon code, j'essaie de retirer l'argent, et même mon code, ça ne prend pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Soit mon code est faux, soit ma carte est fausse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, la non-répudiation, c'est que je ne peux pas, par exemple, être client de US Bank et je fais une contre-campagne contre eux. Peut-être que non, c'est une mauvaise banque. Quand tu mets ton argent là, tu ne peux pas avoir accès à ton argent, mais je suis client, donc c'est un peu... Et ça s'applique ce nouveau domaine. Donc, quelles sont les étapes pour une transition? Les étapes, premièrement, comme je le dis toujours, la cybersécurité, c'est une filière qui est ouverte à tous les backgrounds. C'est-à-dire que si tu viens et que tu as une formation en géographie, tu as une formation en histoire,
tu as une formation en droit, en sciences politiques, comme moi j'ai fait, tu peux faire la cybersécurité. Donc, ce n'est pas, moi par exemple, je n'ai pas eu à dealer avec les mathématiques ou les physiques tout mon parcours. Je ne fais pas de calcul, je ne fais rien dans les calculs parce que mon rôle, je ne fais pas les coding, je ne fais pas tout ça. Donc, c'est une filière qui accepte un peu tous les backgrounds. La première étape, c'est de faire des certifications. Parce que tu peux faire la certification, tu trouves le boulot. Tu n'es pas obligé d'aller chercher une licence, un master ou un doctorat pour trouver le boulot dans la cybersécurité. Le problème, c'est qu'avec juste des certifications, tu seras considéré comme technicien dans la cybersécurité. Bon, mais si maintenant tu as les rêves, tu peux aller à l'école, peut-être revenir avec soit une licence, soit un master. Là, tu peux être, par exemple, ingénieur, tu peux être superviseur, tu peux être manager, mais ça dépend de ton plan de carrière. Et il y a aussi le marché. Le marché est là, mais les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la cybersécurité parce que tu vas voir les compagnies de cybersécurité qui sont au Cameroun, ce sont des contracteurs. Généralement, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, ils proposent leurs services au Cameroun. Alors que les gens qui sont sur place, s'ils se forment dans le domaine de la cybersécurité et ils créent leurs propres entreprises, ils peuvent avoir les marchés. Parce que pour moi, je trouve souvent ça bizarre que un pays cherche des formateurs, peut-être qu'en France, pour venir enseigner la cybersécurité, peut-être en Centrafrique. Il y a aussi certains raccourcis pour ceux qui sont à l'étranger. Tu peux ne pas aller à l'école, peut-être prendre une licence ou un master, mais tu mises plus sur les certifications. Et après les certifications, tu fais juste la traduction de tes diplômes. Si tu es à l'étranger, par exemple, et que tu as eu une licence ou un master au Cameroun, c'est possible de faire les traductions et revenir maintenant utiliser ça ou être Donc, considéré comme ingénieur. Ou... si on prend deux cas, un cas par exemple, j'ai le baccalauréat, je suis au Cameroun, j'ai peut-être fait des concours, ça n'a pas marché, et j'écoute Yannick me dit qu'aujourd'hui, il parle de la cybersécurité et je veux changer, et je veux faire quelque chose avec ma carrière. Quelles sont les étapes concrètes à prendre? La première étape, je vais conseiller d'aller faire une certification. Euh, la certification qui est considérée comme entry level pour les débutants, c'est le CompTIA Security Plus. Parce qu'avec ça déjà, tu peux déjà avoir un boulot de entry level dans le domaine de la cybersécurité. Donc, avec un bac, je vais conseiller à la personne d'aller faire cette certification. Elle n'est Bon, pas là, ça veut difficile. dire d'abord des cours de CompTIA, Oui, des plus cours de CompTIA. après une certification. Une certification. Mais c'est généralement ceux qui ont déjà eu la chance de se familiariser avec les cours de CompTIA, c'est un peu plus basé sur la cybersécurité en général. Donc, j'essaie juste de te faire comprendre ce que c'est que la cybersécurité. C'est un peu ce que je suis en train de faire maintenant, expliquer. C'est un peu ça CompTIA. Ça dit que tu vas arriver, on va t'expliquer ce que c'est que la cybersécurité, comment est-ce qu'on utilise la cybersécurité dans les différents domaines. C'est ça, c'est le entry level. Donc, ça va te donner juste une connaissance générale de ce que c'est que la cybersécurité. Maintenant, tu vas trouver le travail. En étant maintenant au boulot, ils vont maintenant te former dans un rôle spécifique. OK. Et disons peut-être, après ça, c'est quoi la prochaine étape? Donc, ils ont la certification. Qu'est-ce qui suit? Non, dès qu'ils ont la certification, ils doivent avoir quelqu'un qui peut les aider à faire un CV. Tu vois, bon, moi j'étais au Cameroun, je ne sais pas si les choses ont évolué, mais quand moi j'étais au Cameroun, bon, les CV, c'était pas. Peut-être c'est parce que je vis en Amérique aujourd'hui que je vois un peu mes erreurs. Parce que quand tu veux, quand tu es dans un domaine comme l'informatique, c'est-à-dire que tu dois avoir un CV vraiment qui est informatique, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire qu'un CV où quand quelqu'un te lit, il a en face de lui un candidat qui a fait carrière ou qui veut faire carrière dans le domaine. C'est-à-dire que donc, ils auront besoin de l'assistance de quelqu'un qui peut faire un CV, peut-être pour dire, OK, je n'ai pas vraiment d'expérience dans la cybersécurité, mais j'ai fait mes classes, j'ai eu ma certification dans la cybersécurité et je crois que ça va aller. OK. OK. Et comment est-ce que il y a un aspect de ça qui est aussi les connexions? Par exemple,
moi, je connais les gens qui ont des formations, qui font des interviews. Ils arrivent à avoir des interviews, un bon résumé. Et donc, on leur donne des interviews, mais ils arrivent aux interviews, c'est pas bon. Et ils essayent plusieurs fois. Et à un certain moment, tout ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent justifier ça, c'est pas c'est que on ne donne que le boulot aux gens qui ont des connexions. Même aux États-Unis. C'est pas, moi je ne vois pas, je vois ça sous un autre angle. C'est pas, il n'y a pas de connexion. C'est que les gens cherchent le travail, mais ils n'ont pas les outils qui leur permettent d'être des candidats compétitifs. Parce que quand tu as quelqu'un qui peut te conduire dans les séances d'interview, ça fait que quand tu arrives à l'interview, ta performance, forcément, ça doit être à ton avantage. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu sors de l'école, tu as le diplôme, ça veut dire que quand tu appliques ton premier boulot, tu vas avoir le boulot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout se joue à l'interview. Si tu viens même avec un doctorat, avec 150 certifications, si tu ne connais pas comment est-ce qu'on gère l'interview, on va jamais te donner le boulot. Parce qu'on peut te poser, par exemple, une question que qu'est-ce que tu sais de la compagnie et que tu ne connais pas, tu n'as même pas lu, tu n'as rien lu sur la compagnie, tu ne sais même pas ce que la compagnie fait, ils ne vont pas te prendre. Ou bien on te pose une question, on ne sent bien une question, on dit que tell me about yourself. Parle-nous un peu de toi. On se rend compte que tu n'arrives même pas à parler de toi-même.